parler du contradictoire dans les expertises psychiatriques pénales, et uniquement au niveau pénal, bien que le titre de l'intervention ne le mentionne pas au départ. Je vais essayer de réduire au maximum, parce que j'ai déjà un petit peu moins de temps que prévu, vraisemblablement. Le premier point sur lequel on peut s'interroger, c'est qu'est-ce donc que le contradictoire dans une expertise psychiatrique pénale? Il y a deux manières de l'entendre. C'est soit on discute du rapport d'expertise, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, soit au contraire, on va plus loin dans le contradictoire et on impose qu'une personne soit présente aux côtés de la personne examinée devant le médecin pour justement aider cette personne à se défendre, faire valoir ses droits, présenter des observations à l'expert qui va ou non en prendre compte, mais qui les aura dès le départ. L'idée du contradictoire, c'est vraiment ça, c'est de dire depuis le début jusqu'à la fin, il faut que quelqu'un soit présent aux côtés de la personne qui est censée être la plus vulnérable, qui est face à l'entité médicale, qui plus est psychiatrique, ce qui peut parfois, dans le coma des mortels, faire encore un peu peur pour les personnes qui se font évidemment examiner. Quand je dis contradictoire également, ça peut être la présence de quelqu'un d'autre. Il faut penser, mais je ne vais pas trop l'aborder puisque je vais évidemment axer le tout sur la présence de l'avocat. On peut penser, pourquoi pas, à un médecin conseil qui peut assister également la personne aux côtés, ou en face plutôt, de l'expert judiciaire. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mes propos vont être axés également, avant tout, pour la défense pénale, c'est-à-dire aider la personne qui est, entre guillemets, accusée, mais les mêmes propos peuvent être tenus pour la présence d'un avocat, par exemple, aux côtés de la victime, lorsqu'elle va subir, entre guillemets, l'expertise médicale, psychiatrique, pénale également, pour voir, par exemple, si elle est capable d'affabuler, comme on dit, ou éventuellement quels sont les dommages qu'elle a subis, dans quel état elle peut être avec l'infraction pénale qui a été causée. Le contradictoire, c'est important à ce niveau-là. On aimerait bien, en tant qu'avocat, pouvoir assister dès le début et jusqu'à la fin à toutes les expertises, parce que le contradictoire, c'est en fait une chose fondamentale pour les avocats. C'est le b.a.-ba finalement de cette profession, mais également quelque part de tout ce qui est judiciaire, puisque le juge doit assurer le contradictoire, il doit le respecter également dans toutes les matières. Et je terminerai justement tout à l'heure, vous verrez, sur la démonstration en matière de procédure pénale que le contradictoire est l'essence même de cette procédure pénale maintenant, me semble-t-il. Et donc l'idée, c'est de dire, ce contradictoire, eh bien, c'est avant tout l'école de l'humilité et l'école de l'écoute. C'est-à-dire que lorsqu'on apporte à quelqu'un le contradictoire, c'est qu'on peut l'amener à réfléchir à ce qu'il est en train de dire, de faire, d'écrire. Et c'est donc l'école de l'humilité, mais également de l'écoute, puisque cette personne va devoir vous écouter obligatoirement parce que des textes ou une jurisprudence le prévoient. Ça permet des remises en cause, ça permet aussi parfois de ne pas bâcler des expertises. Je rebondis sur ce qui a été dit ce matin. On sait qu'il y a des procédures malheureusement d'urgence qui ne permettent pas d'examiner correctement une personne. Et on peut avoir, on a eu l'exemple donné tout à l'heure par le docteur François Purcell, alors je vais profiter qu'elle n'est pas là pour rebondir sur pas mal de ses observations, mais elle a dit une personne se retrouve en comparution immédiate parce que je n'avais pas fini mon rapport dactylographié. Ça ne tient pas à grand-chose finalement. Et là, on voit le problème que la justice peut avoir. On voit aussi l'autre problème, c'est que le docteur lui-même qui nous dit, parfois, s'il y a une abolition, je vais dire c'est juste une altération, je vais tordre le cou finalement à la loi pour permettre aux magistrats de prendre une mesure qui peut être intéressante. En tant qu'avocat, on ne peut pas entendre ça, et la présence de l'avocat lors de l'expertise pourrait permettre de poser les questions que ma consoeur a posées tout à l'heure, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par abolition ou altération ? Et ça, c'est important. C'est donc le contradictoire, c'est amener l'autre à réfléchir, et ça évite parfois justement le moment désagréable dont nous a parlé également le docteur François Purcell, c'est-à-dire le haro que l'on crie contre justement son rapport d'expertise, ou éventuellement le pugilat qui s'instaure lors des audiences contre l'expert judiciaire lui-même, parce que son rapport, eh bien, on le perçoit, on le reçoit, il est froid, il est écrit, et il y a tout l'humain derrière qui est passé à côté. C'est-à-dire que tout l'humain derrière, c'est la discussion devant l'expert. Alors, première chose, je ne vais pas y couper puisque moi aussi je suis juriste, plan 2, partie 2, sous-partie, ça ira plus vite, c'est plus pratique. La première des choses, c'est les enjeux justement d'une expertise psychiatrique pénale contradictoire. Et quand on parle des enjeux, la première chose, c'est quel est l'objet, quel est le but de cette expertise. Si on veut être simpliste, et je vais m'arrêter juste à ces deux considérations, c'est la question suivante qui peut se poser. L'expert judiciaire
psychiatrique en matière pénale va devoir dire si la personne ira en prison ou si la personne va bénéficier de soins. C'est une caricature, il n'y a pas que ce genre d'expertise, mais l'idée est là. Pourquoi je vous donne cette idée de départ? C'est pour vous montrer la puissance et la force de cette expertise qui vont conduire le juge à suivre l'expertise dans la majorité des cas. Il ne faut pas se leurrer. On a très peu de résistance, on peut avoir éventuellement une demande de contre-expertise par le juge, mais en général, quand l'expert a dit quelque chose, pardonnez-moi l'expression, mais la messe est dite. Et derrière, on a beaucoup de mal, évidemment, à obtenir du juge, de la juridiction, qu'elle puisse penser ou dire autre chose que le rapport d'expertise. Après tout, c'est un professionnel qui a été désigné, qui a fait son travail en théorie correctement, et contre lequel on va avoir bien du mal, nous, derrière, évidemment, à se défendre. Ce n'est pas toujours le cas, je caricature encore une fois, mais ayez ça en tête, l'expert doit donc se prononcer. La personne va-t-elle en prison? La personne va-t-elle avoir des soins? Et on le voit évidemment dans les débats télévisés ou autres. Ça nécessite pour l'expert judiciaire 4 éléments que j'ai repris. On pourra en prendre un 5e avec la victime. Le premier élément, c'est analyser le passage à l'acte. L'expert va analyser le passage à l'acte, il va dire comment c'est arrivé, pas de problème. Il doit également, deuxième point, identifier éventuellement une pathologie psychiatrique. C'est son travail, il n'y a pas de difficulté non plus, c'est ce qu'on lui demande de faire. Il doit rechercher ensuite la fameuse abolition ou altération de ses facultés à cette personne. Là aussi, il ne devrait pas y avoir de difficulté. Et il va, et c'est là où le travail de contradictoire doit être important, évaluer le danger. Évaluer le danger, évaluer la dangerosité en matière pénale d'une personne qui est justement passée à l'acte, c'est très difficile. Et c'est là où, lorsqu'une personne est en face du médecin et lui pose des questions anodines ou plutôt benoîtes quelque part, eh bien l'expert va être obligé de motiver, d'expliquer, de donner des exemples, c'est-à-dire de développer son idée. Et je rejoins encore une fois ce que j'ai entendu ce matin, 4 lignes de, entre guillemets, rapport d'expertise, qui se transforme ensuite en un rapport dactylographié, avec au départ, sur les 4 lignes, la conclusion que la personne peut passer en comparution immédiate, et dans le rapport dactylographié, la conclusion que la personne ne peut pas. On voit bien justement qu'en pratique, les experts sont forcément confrontés à des difficultés. Introduire une dose de contradictoire déjà devant eux permettrait sans aucun doute de faire évoluer la matière et d'éviter ce genre d'erreur, parce qu'il s'agit d'une erreur. L'expert doit donc présenter des qualités. Je les ai relevées rapidement. Absence de préjugés. C'est impossible. Humainement, c'est en théorie impossible de ne pas avoir de préjugés. Deuxième chose, il doit avoir une faculté d'écoute attentive. Parce que quand l'expert va recevoir quelqu'un en face de lui, il y a bien un moment où il va peut-être penser à autre chose, partir sur autre chose. Il va laisser de côté un élément fondamental qui peut être anodin pour lui, mais qui ne l'est pas forcément pour l'avocat qui va être présent et pour la personne qui est entendue, est examinée plus précisément. Et dernière chose, il faut des compétences rédactionnelles certaines. Je rejoins les observations qui ont été faites ce matin, et là je ne vais pas les développer. Malheureusement aujourd'hui en droit français, on intervient après coup dans cette matière particulière. Donc la qualité rédactionnelle est fondamentale, puisque c'est elle qui va orienter, en général, la décision. Cette décision, ça peut être on ne suit pas le rapport, si vraiment il est mal fait. Ça peut être on va désigner un autre expert par précaution pour voir s'il y a un problème, et là on retarde toute la machine judiciaire. Et puis ça peut être on va suivre les conclusions, qu'elles soient bien ou mal rédigées, ce qui peut être quand même problématique. C'est-à-dire que des conclusions nécessitent avant tout une démonstration. Et pour avoir une démonstration, il faut d'abord étayer et avoir des exemples. C'est un véritable travail de motivation qui doit se faire, et le contradictoire permettrait sans aucun doute évidemment d'éviter des erreurs qui peuvent être commises. Pourquoi? Parce que l'avocat ensuite, je ne parle que de lui encore une fois, mais il n'y a pas que lui. Le juge doit faire ce travail aussi. L'avocat doit vérifier que tout a été fait, que le rapport n'est pas passé à côté de quelque chose de fondamental, que son client a été entendu correctement. Je fais tout de suite une parenthèse. La personne qui est examinée pour le médecin, ce n'est pas un patient. J'ai entendu parler tout à l'heure, le docteur Richer, de sujet. C'est important. Il n'y a pas de soins qui sont donnés. Le médecin n'est pas ici pour donner des soins. Il est là pour examiner, donner un avis, étayer, pour arriver à une conclusion. Donc pour le médecin, nous avons ici non pas un patient, mais au mieux un sujet, terme qui choque quelque part en identifiant une personne comme étant un sujet, peu importe, on peut aussi parler de sujet de droit parfois, donc pourquoi pas. Pour le tribunal, c'est un justiciable. Et pour l'avocat, c'est un client. Les termes sont importants, ça veut dire que pour l'avocat, il n'est pas objectif, il va forcément défendre son client, mais en essayant de trouver justement en face de lui du répondant pour défendre son client. Et le médecin doit être particulièrement neutre et n'est pas là pour faire un acte de soin. Et ça justifiera les propos que je tiendrai tout à l'heure en disant que
Aujourd'hui, rien ne justifie plus que nous ne soyons pas présents aux expertises pour assurer le contradictoire. Sachant que le juge également doit être neutre, il doit traiter cette personne comme un justiciable, comme un autre. Donc explorer toutes les possibilités. Entre guillemets fou ou entre guillemets pas fou. Et il faut absolument que le juge aille plus loin que le rapport d'expertise si celui-ci a une faille quelconque. Et les failles, elles proviennent toujours de ce que l'expert il est tout seul dans son coin et qu'il n'y a pas justement auparavant de contradictoire. Le contradictoire n'intervient que lors de l'audience, on verra un petit peu après au niveau de l'instruction pénale, mais c'est tout de même limité et pas satisfaisant. Quels sont justement les arguments pour dire qu'il faut absolument une expertise contradictoire, hein, même psychiatrique et pénale? Une chose a été dite tout à l'heure, c'est que l'expert ne dispose pas de tous les éléments. Il n'a pas tous les éléments de la biographie de la personne. Ça, c'est le premier point qui est fondamental. L'avocat peut ou non connaître son client, mais il a l'habitude et il va pouvoir aller demander, piocher, faire préciser à son client des choses. Et il peut même éventuellement apporter des éléments complémentaires en expertise. La personne examinée également est en état d'infériorité. Elle est en état de faiblesse. Que ce soit d'ailleurs une personne mise en cause ou une victime, elle n'est jamais à l'aise face à une personne qui est experte en psychiatrie. C'est une certitude. On connaît très bien, de manière générale, les positions des gens lambda dans la rue par rapport à la psychiatrie. On parlait, tout à l'heure, monsieur le directeur l'a rappelé, d'asile avant. C'est-à-dire que l'évolution de la psychiatrie aujourd'hui, évidemment, on est dans un monde beaucoup plus moderne avec des choses essentielles, mais il n'en reste pas moins que dans l'imaginaire populaire, on est toujours face à ce pouvoir médical particulier, ce psychiatre qui va décortiquer, analyser, tout interpréter, tous les comportements, y compris au moment où je vous parle, où je me dis, il y a un psychiatre qui doit dire, tiens, il fait trop de gestes avec les mains, ou des choses comme ça, etc. etc. Vous voyez, le problème, c'est qu'on y pense tous, et celui qui dit le contraire, je pense, ment. Mais vous voyez, déjà là, je me prononce et je ne suis pas sûr d'avoir raison. Et quand on n'est pas sûr d'avoir raison, c'est là le problème, c'est que ceux qui sont empreints de certitude, il ne faut pas les laisser faire, donc on apporte la contradiction. Et ici, c'est exactement le problème qui va se poser. Cette personne, elle est en état de faiblesse, elle est accusée, souvent c'est dans l'urgence, il faut l'examiner, et vous avez un psychiatre qui va aller creuser son âme. Alors je vous citerai le bâtonnier Charrière, qui est assez véhément, il écrit que c'est un regard inquisiteur qui va évaluer son degré de conscience, que l'expert psychiatre scrute les âmes et évalue l'intelligence. Beaucoup, mais l'idée est là. C'est-à-dire que quand on donne un rapport d'expertise, alors en plus c'est surtout pour les psychologues où on demande de réfléchir à l'intelligence de la personne en face, c'est terrible. Parce que la personne elle-même sait qu'elle est sous contrôle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tous les regards se tournent sur vous, comme pour moi tout de suite, il y a forcément une attitude qui fait que on doit faire attention à ce qu'on dit, son comportement ne peut pas se comporter de manière naturelle. Et si vous avez l'avocat à vos côtés, en face d'un grand spécialiste qu'est l'expert psychiatrique, ça va justement permettre de ramener la balance un petit peu à niveau pour que l'expert ne tire pas des conséquences de tout ce qu'il voit. Je vous donnerai quelques exemples. L'expert psychiatre, dans son rapport d'expertise, va souvent utiliser moult guillemets et moult également points de suspension, ce qui est le pire. Le point de suspension, les points de suspension, pardonnez-moi, c'est le symbole même de l'arrière-pensée de l'expert judiciaire qu'il n'écrit pas, mais on est entre nous, on se comprend. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas acceptable. Le point de suspension est par nature péjoratif lorsqu'il s'agit d'ironiser. Point. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Deuxième chose, l'expert psychiatre qui va décrire la tenue vestimentaire de la personne en face de lui et qui va faire des commentaires, là encore, avec les points de suspension. Alors si je vous le dis, c'est parce qu'évidemment, je l'ai vu. Je ne suis pas tout seul. Là aussi, ça montre que la personne en face n'a pas droit à l'erreur. Ce genre de remarques, ça peut être utile, mais pas toujours. Et c'est là où l'avocat va devoir jauger en disant, écoutez, là par exemple, on est sur une personne qui est d'un milieu particulier, la tenue vestimentaire, pas de problème, il est en prison ou je ne sais quoi. Donc si vous voulez, à chaque fois, l'avocat va être là pour contrebalancer en disant, ne faites pas ça comme ça, n'écrivez pas comme ça. Et quand on voit parfois les points de suspension, quand il y en a 6 dans la phrase qui se suivent, on comprend tout de suite ce que l'expert judiciaire veut dire. Et donc, ce n'est pas acceptable. C'est le comportement de l'expert qui, pour moi, dérive à ce moment-là, parce qu'il a été trop loin, parce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas écrire, qu'il ressent, mais qu'il veut faire passer au tribunal. La présence de l'avocat en face va lui permettre, avant même de rédiger ce rapport, d'éviter ce genre de petits commentaires qu'il n'est même pas écrits. Pour les experts psychiatres, par contre, il ne faut pas
la majorité, de présence de l'avocat, certains n'y pensent même pas, lors des expertises, et ils avancent deux arguments. Alors le premier, c'est l'éthique médicale, et le deuxième, c'est le fait que si on fait venir l'avocat, lors de l'expertise psychiatrique, pénale, ça va ressembler à un interrogatoire de police. Deux réponses très simples. Première chose, l'éthique, non. Je l'ai déjà résolu tout à l'heure. Ce n'est pas un patient, c'est un sujet au mieux. Et pour la justice, c'est un justiciable. Donc, terminé, le débat est clos. Il n'y a pas d'idée d'éthique médicale qui peut interdire la présence de l'avocat au contradictoire ou d'un médecin conseil, psychiatre, pourquoi pas, aux côtés de son propre client, qu'on appellera client ou patient, peu importe cette fois-ci. Mais refuser à l'avocat la présence en disant éthique médicale, on répondra très facilement, on est dans le cadre de la justice. Vous êtes un expert. Ce n'est pas votre patient, vous êtes un collaborateur occasionnel de la justice. La transparence est nécessaire. Deuxième chose aussi là-dessus, notre client, de toute façon, on aura le rapport d'expertise. Tout ce qu'il a pu dire au psychiatre, il nous le livrera. La chose qui peut déranger, c'est que le psychiatre, finalement, on va voir la manière dont il travaille. Et on va pouvoir intervenir au moment, justement, du contradictoire lors de l'expertise. C'est le seul problème qu'il puisse y avoir pour le psychiatre. Mais raisonnablement, c'est un expert, c'est à lui de mener son expertise et de demander justement le calme et la patience à l'avocat et ses observations à la fin s'il voit que ça dérive. Il n'y a pas de difficulté particulière. Et pour preuve, en procédure civile, ça ne pose aucun problème en matière d'expertise psychiatrique que l'avocat soit présent si le client le demande. Point. Les démonstrations sont faites à ce niveau-là. La position en matière pénale n'est pas justifiée. Il faut absolument que ce contradictoire arrive. Deuxième chose, l'interrogatoire de police. Et alors ? Est-ce qu'un interrogatoire de police, c'est par nature péjoratif ? Réponse non. Et deuxième chose, que se passe-t-il ? Eh bien, encore une fois, on est face à un collaborateur occasionnel de la justice. Par conséquent, il doit se comporter comme tel. Il n'est pas en train de scruter, comme disait mon confrère, l'âme de son patient, mais l'âme d'une personne éventuellement qui est injusticiable. Donc cette présence éviterait, à mon sens, beaucoup de débordements de la part de l'expert dans des rapports d'expertise qu'on doit en effet décortiquer lors des audiences, et ce n'est pas acceptable. Pourquoi ce n'est pas acceptable ? Parce que le rapport d'expertise, il est forcément écrit, dactylographié maintenant, sans aucune difficulté, avec un temps de réflexion de l'expert. Mais ce n'est pas au moment de l'expertise, bien souvent, que l'expert judiciaire va rédiger son rapport de manière dactylographiée. Lorsque l'expert judiciaire, par exemple, se rend en prison, il n'y a pas d'enregistrement possible et les notes sont plus ou moins parcellaires. Cela veut dire que le rapport d'expertise, il faut l'avoir en tête, il est écrit après coup, sur la base de souvenirs de l'expert judiciaire, qui va se souvenir de ce que la personne en face de lui a dit, qui va délayer, qui va étayer, qui va en rajouter, mais qui parfois va oublier certaines réponses faites par la personne en face de lui, et qui va parfois aussi tronquer quelque peu ses paroles. Pas sciemment, mais on est tous humains et on ne peut pas se rappeler de tout ce qui se passe, surtout quand l'on connaît la masse des expertises et que l'on voit la vitesse à laquelle ça peut se passer, notamment, par exemple, encore une fois, en maison d'arrêt. Et pareil, quand j'entendais le docteur Guichard nous dire on peut aller jusqu'à 6 heures d'expertise, 6 heures d'entretien, combien de pages de rapport d'expertise ? C'est exactement la même chose que lorsqu'on est dans les services de police ou de gendarmerie, que l'on reste pendant 3 heures et que l'on a 3 pages de PV seulement. Ça ne fait pas beaucoup pour l'heure. Donc, la présence de l'avocat permettrait justement de savoir ce qui s'est réellement dit, comment s'est déroulée l'expertise, quelles ont été les questions, les réponses, etc. Le rapport d'expertise n'est qu'un résumé. Alors, il est délayé, il est fait après coup, ce n'est pas acceptable. Pour preuve également, je regarde Madame la commissaire, aujourd'hui, on signe évidemment les procès-verbaux. La personne entendue signe ces procès-verbaux. Et même le juge d'instruction, on va jusqu'à faire relire la personne et lui faire signer ce qu'elle a déclaré. Rien de tel en expertise psychiatrique pénale. On doit donc croire sur parole un expert psychiatre qui rapporte les propos tenus, en ce qui nous concerne, par notre propre client, qui des fois peut dire « j'ai pas dit ça ». Je vous pose la question, comment je fais la preuve contraire ? Comment je la rapporte ? Je ne peux pas, sauf à faire le jeu dont se plaint le docteur François Purcell,
la mise en difficulté au jour de l'audience. Mais on travaille dans la cour des grands quand on l'entend, parce que c'est les assises. Le docteur François Purcell vous parlait des assises. On entend l'expert psychiatre obligatoirement aux assises, mais devant les autres tribunaux. Tribunal de police, on convoque l'expert? Non. Tribunal correctionnel? Non plus. Au mieux, il faudrait que nous-mêmes nous les fassions citer par huissier de justice. Et il est où le principe d'égalité des armes? Comment je défends une personne, par exemple, à l'aide juridictionnelle, en demandant une citation justement de cet expert pour le confondre? Parce que le problème, il est là, c'est qu'on va jouer malheureusement un jeu qui n'est pas agréable, c'est de dire « Vous avez dit ça, monsieur l'expert, mon client dit le contraire, voulez-vous me le confirmer à l'audience ?» Ce sont des choses qui ne sont pas agréables et qui pourraient bien être évitées si on avait le contradictoire dès le départ, vraisemblablement. Autre chose également, la connaissance par l'expert judiciaire du dossier. On en a vaguement parlé tout à l'heure. Pour ce qui est du casier judiciaire, je ne pense pas qu'il puisse être adressé à l'expert judiciaire, puisque seules les juridictions peuvent l'avoir, et maintenant l'avocat, heureusement. D'ailleurs, on ne l'a toujours pas au tribunal, il faudrait y penser, mais ça, c'est un message privé. Bref, le casier judiciaire, les antécédents, le dossier pénal. J'ai entendu tout à l'heure le juge d'instruction qui dit on envoie une synthèse, un résumé. Mais quelle est cette synthèse? Quel est ce résumé? Est-ce que c'est objectif? Est-ce que c'est véritablement quelque chose de normal que d'envoyer un résumé à un expert judiciaire? Ne devrait-il pas obligatoirement prendre connaissance du dossier? Et s'il prend connaissance du dossier, il y a un problème, c'est qu'il aura peut-être un préjugé, celui dont je parlais tout à l'heure. L'expert judiciaire, parfois, peut se convaincre que la personne en face de lui est coupable. Et là, on aura un rapport d'expertise avec des petites phrases, vous savez, un peu assassines, disant il est dans le déni total. Il ne reconnaît pas les faits qui pourtant sont établis ou semblent parfaitement établis ou des choses comme ça. C'est là où l'expert sort de sa réserve. Et c'est là que lors du contradictoire, en fonction des questions qui sont posées, je pense que l'avocat pourrait dire un peu de raison et on revient à l'équilibre. Alors les propos que je tiens, évidemment, ne sont pas forcément très agréables, mais l'idée est simplement de secouer la machine. Ce n'est pas du tout de faire une généralité, mais de dire attention. Si l'on met un avocat quelque part, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est simplement pour dire le contrôle sera fait, on va éviter les débats. Et encore une fois, je me tourne vers Madame la commissaire. Regardez, garde à vue, audition libre. Les avocats étaient priés de ne pas venir, c'était complètement interdit. Les policiers et les gendarmes ont fait une levée de bouclier en disant mais il est hors de question de les avoir, ça va nous faire de l'administration pas possible, on n'en pourra plus, ça va être une catastrophe, ils vont nous empêcher de travailler. Et bien maintenant ça fonctionne. C'est comme ça, c'est l'évolution naturelle du droit. Nous sommes maintenant en garde à vue, en audition libre, nous intervenons en faisant des observations à la fin. Et en général, il y a même une discussion directement avec l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire. Et c'est pas plus mal. Et il y a beaucoup moins de critiques sur les manières dont les gardes à vue et les auditions libres se passent. Il y a évidemment parfois des petits écueils, mais il n'en reste pas moins que dans sa globalité, l'évolution a évidemment été correcte. Voilà les points qui font dire que le contradictoire doit rentrer dans la procédure pénale de manière absolue dès le départ. Alors, dans une deuxième partie, aujourd'hui, comment ça se passe et quelles sont les évolutions à venir vraisemblablement? Je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement, parce que je ne sais absolument pas quelle heure il est. J'ai déjà dépassé, mais enfin, j'ai commencé avec un peu de retard. Pour brosser le tableau très rapidement, j'avais prévu de vous donner tous les exemples des articles, mais sommairement, je vais vous résumer. Premièrement, la garde à vue, par exemple. On a parlé tout à l'heure d'un rapport d'expertise. C'est impossible. C'est au mieux un point de situation. C'est ce que l'on appelle l'examen de comportement. Ça suffit largement pour l'expert psychiatrique pénal. Il ne faut pas aller au-delà. Si jamais il va au-delà, il sort de sa réserve. Ça veut dire que normalement, on ne peut pas faire une comparution immédiate si l'expert relève qu'il y a un problème quelconque. Si l'avocat était présent à ce moment-là, il y aurait une discussion immédiate et on ne pourrait pas vraisemblablement aller plus loin sans une expertise psychiatrique approfondie. Deuxième chose, l'enquête pénale, n'en parlons pas. L'enquête pénale préliminaire, quand il n'y a pas de juge d'instruction, l'expertise, elle est totalement secrète et on n'en entend même pas parler. C'est-à-dire qu'on a le rapport d'expertise à un moment donné, nous les avocats, et c'est terminé. La personne a été examinée dans le secret avec l'expert judiciaire et c'est terminé. Nous, après, on va critiquer ce rapport ou pas, s'il nous convient, devant le tribunal directement. Le seul point actuel en France, c'est la possibilité, soit pour le juge d'instruction, soit pour le tribunal, d'ordonner une expertise médicale psychiatrique au pénal, dans laquelle l'avocat aura quelques droits.
Alors, le Conseil constitutionnel a même retoqué en disant qu'il faut aussi que les parties directement aient ces droits. Le droit, en substance, pour résumer à grande eau, il est le suivant, c'est pouvoir faire poser des questions par le juge d'instruction ou le tribunal à l'expert, et le tribunal et le juge peuvent refuser ces questions. Et deuxième chose, ça c'est uniquement en cours d'instruction et le tribunal lorsque il le fait par écrit. Et deuxième chose en matière d'instruction pénale, on peut aussi demander des contre-expertises, des compléments d'expertise, et maintenant il est prévu également, par un article plus particulier qui a évolué, que l'on puisse poser directement la question en même temps à l'expert, au niveau de son rapport, pas avant. Donc quand le rapport est déposé, on a le droit de lui poser une question en instruction pénale, directement par écrit. Point. La seule solution après être contradictoire, c'est de dire à l'audience, lorsque l'expert est là, on a le droit, depuis 2007 seulement, ce qui vous montre que l'évolution est lente, mais qu'elle est inéluctable, on peut poser directement les questions à l'expert. Comme pendant un moment où on ne pouvait pas poser les questions directement au parti, il fallait passer par le filtre du juge. On demandait au maître d'école, en quelque sorte, de poser la question à notre place. Maintenant, on a le droit de le faire et le tribunal ne peut pas s'y opposer. C'est peu, parce que le mal est fait, le rapport est déjà déposé. On va reprendre pareil pour le civil. Quand vous êtes en procédure civile, pour l'expert judiciaire, vous assistez à l'expertise, il y a un débat contradictoire, je passe dessus, mais il y a un pré-rapport d'expertise. On fait ce qu'on appelle des observations écrites ou des dires dessus, et après le rapport est déposé. Au pénal, pas de pré-rapport. Au mieux, il peut y en avoir un si le juge d'instruction le souhaite, mais c'est à sa grâce en quelque sorte, et ce n'est pas admissible. Ce n'est pas possible. Deuxième chose, pour ce qui est des dires et des observations, on sait ce que fait l'expert judiciaire des dires et des observations, dans la mesure où ces dires et observations sont faits pour critiquer le pré-rapport. Donc en général, le rapport est identique, en balayant d'un revers de manche le dire qui a été fait. Là encore, je caricature, je prends la majorité des cas, mais c'est la vérité quasiment quotidienne dans beaucoup de dossiers. Voilà où en est l'état du droit actuel sur le contradictoire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contradictoire, c'est la Cour de cassation qui l'a fixé dans 2 arrêts, que je vais essayer de retrouver. 2002-2015, peu importe les dates exactes, la Chambre criminelle a dit c'est très simple. Le contradictoire, il est respecté parce que le rapport est versé au débat. Vous pouvez le critiquer lors des débats et vous pouvez demander des contre-expertises ou des compléments d'expertise circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà le contradictoire tel que la Cour de cassation l'estime, et ça au vu donc notamment d'un autre arrêt où elle avait considéré que ce système était justement conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Et c'est la Convention européenne des droits de l'homme qui va me permettre d'arriver à la dernière sous-partie et à la conclusion. C'est-à-dire que l'évolution va sans doute venir, comme en matière de garde à vue, de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour brosser le tableau rapidement également, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit le procès équitable. La Cour européenne des droits de l'homme en a tiré un autre principe fondamental qui est quasiment égal maintenant, mais qui en fait partie, c'est le principe d'égalité des armes. Et c'est sur le principe d'égalité des armes, c'est-à-dire chacun doit être à égalité lors du procès pénal, que la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée au moins 2 fois en matière d'expertise. La première fois sur un problème pénal dans un autre pays, et la deuxième fois sur un problème d'expertise de tribunal administratif. Pardonnez-moi, j'en ai pas trouvé d'autres, mais la motivation peut être transposée très exactement à la procédure pénale. Pour le premier arrêt déjà, la Cour de cassation a dit que la Cour européenne, j'en veux finalement à la Cour de cassation, la Cour européenne a dit très simplement que si l'expert a rendu un rapport qui est de nature à enclencher les poursuites, eh bien, il n'est plus objectif par la suite dans le cadre du procès pénal et que la partie adverse peut donc s'en plaindre légitimement, violation de l'article 6 de la Convention européenne. C'est l'arrêt Beniche qui date de 1985 déjà. Alors curieusement, ce sont des arrêts qui n'ont pas été suivis en matière pénale pour l'instant, dans la mesure où on n'a pas de décision complémentaire. Mais probablement que des avocats vont s'en emparer et évidemment soulever ce type de moyens. Pourquoi ? Parce qu'elle a rendu un arrêt beaucoup plus topique à mon sens, donc pour une procédure administrative, mais vous verrez que le libellé est fondamental. En 1997, dans un arrêt Menton-Vanelli, elle a jugé, alors je cite rapidement parce que j'en ai enlevé des morceaux, aucune difficulté technique ne faisait obstacle à ce que les personnes fussent associées au processus d'élaboration du rapport d'expertise et donc de l'expertise. Alors tout l'arrêt après vient
commenter, préciser, etc. Mais en substance, la Cour européenne dit rien ne justifie que les parties ne puissent pas assister aux opérations d'expertise depuis le départ, y compris avec leur avocat, pour respecter le contradictoire. Et elle se base sur le principe d'égalité des armes et le procès équitable en disant ça a été violé en l'espèce. Ce type d'arrêt est tout à fait transposable en droit pénal. Je vous passe le reste de la motivation qui peut s'appliquer parfaitement à la procédure pénale. Procédure pénale qui avait évolué en 2000 avec l'article préliminaire du Code de procédure pénale, et je voudrais terminer là-dessus. Ce principe d'égalité des armes a été en effet introduit en droit français par la loi de 2000, du 15 juin 2000, article préliminaire du Code de procédure pénale. C'est le premier, celui qui donne les bases de la procédure pénale. Je le cite dans l'un de ses alinéas. La procédure pénale doit être équitable, donc c'est le principe d'équité de la Cour européenne des droits de l'homme, et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des parties. Équitable, contradictoire, préserver l'équilibre des droits des parties. C'est le principe d'équité, c'est également l'égalité des armes, et le contradictoire est en plein milieu. Ça veut donc dire qu'elle lie les trois éléments ensemble, cette loi de 2000, et qu'elle considère que ce sont les bases de la procédure pénale. Aujourd'hui, on a donc une certitude. Puisque l'expertise psychiatrique pénale fait partie du mécanisme de la procédure pénale, elle doit, cette expertise, être contradictoire. Le droit français, pour l'instant, dit le contradictoire, c'est je mets le rapport dans les débats, débrouillez-vous, c'est contradictoire. La Cour européenne a déjà eu, au moins par 2 fois, la possibilité de dire en 85 et 97, non, il faut associer les parties, en fait, à tout le processus de l'expertise pour que celle-ci soit véritablement contradictoire. Voilà les éléments que je voulais vous indiquer sur l'évolution probable, du moins je le souhaite, d'une expertise psychiatrique pénale qui aujourd'hui reste pour nous absconse et qui ne peut faire l'objet que d'une discussion devant le juge du fond, en général maintenant.